Vive réplique cet après-midi de la majorité parlementaire à travers un point de presse et ce relativement à la mise en accusation du président de la République, une méconnaissance des procédures selon cette même majorité parlementaire. Les préparatifs des élections générales de 2016 au Niger, menu principal de la rencontre des champs ce matin entre l'opposition politique et la mission de l'OIF qui séjourne depuis quelques jours dans notre pays. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans cette édition de la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que les groupes parlementaires de la majorité ont animé cet après-midi même un point de presse. Une sortie qui intervient au lendemain du dépôt par un groupe de députés de 34 de l'opposition d'une requête aux fins de mise en accusation du président de la République pour haute trahison. Je propose de suivre un extrait de ce point de presse animé par l'honorable Assoumana Malam Issa. Il est député au titre du PNDS Tareya. Lorsque nous avions adopté le budget de l'année 2016 hier, le président du groupe Lumana au nom de l'opposition a remis un document au président de l'Assemblée nationale à travers un secrétaire parlementaire. Et c'était juste au moment où le président levait la séance. On avait cru qu'il s'agissait d'une motion de censure. Parce que si c'était le cas, le président de l'Assemblée devrait se rasseoir et nous donner lecture du contenu de la motion de censure conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'on a su qu'il s'agit d'une requête de 34 députés pour la mise en accusation du président de la République, nous avions rapidement mis les textes en valeur pour remarquer aux responsables de la requête que ce n'est pas la procédure à suivre. Il fallait donc qu'ils reprennent leurs documents, ce qu'ils ont fait, pour le déposer au niveau du bureau d'ordre comme tout autre courrier qui pourrait être par la suite examiné par le président de l'Assemblée nationale et le bureau. Ils ont donc repris le document. Mais si nous nous attardons un peu, il est important que le peuple nigérien et la communauté internationale sachent qu'aucun texte de la République, ni la Constitution, ni le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ni la loi portant fonctionnement de la Haute Cour de justice ou fonctionnement de la Cour constitutionnelle ne donne une prérogative à un député ou à un groupe parlementaire ou à n'importe quel autre groupe de députés de faire une requête pour la mise en accusation du président de la République. Au niveau de l'article 129 du règlement intérieur, c'est là que la précision la plus importante est donnée. Il est dit que l'Assemblée nationale est saisie par le gouvernement pour la mise en accusation conformément aux lois de la République. Alors, est-ce que les députés sont le gouvernement? Non. Cela veut dire quoi? Que nous devons tirer la conclusion que nos collègues de l'opposition, d'abord, ils ont allègrement violé la Constitution, ou bien ils ne lisent même pas les textes. Ce qui est très probable. C'est soit c'est de la mauvaise foi, ou bien, dans un troisième cas, ils sont à court d'arguments. Et c'est ça que nous voudrons résoudre. Hier, mercredi, les députés de l'opposition ont déposé une requête à l'Assemblée nationale aux fins de mise en accusation du président de la République pour haute trahison. Quelle portée une telle requête pourrait-elle y avoir? Élément de réponse dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa. La mise en accusation du président de la République est prévue par la Constitution nigérienne à son article 142, notamment en cas de violation du serment, refus d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle, violation grave et caractérisée des droits humains, compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et du sous-sol. L'opposition parlementaire s'est basée donc sur cette disposition de la Constitution pour formuler sa requête. Quelle pourrait être sa portée?
Normalement, une commission ad hoc de 15 membres des députés donc à la représentation proportionnelle doit être mise en place pour justement examiner cette requête-là. Et maintenant, une fois qu'elle aura fini, c'est à ce stade-là qu'elle va soumettre ça au vote donc de la plénière. Pour la question du président de la République, devrait-il se présenter devant cette commission ad hoc avant que le président de la République ne soit renvoyé devant la Haute Cour de justice? La mise en accusation, c'est une prérogative de l'Assemblée nationale. Pour que cette mise en accusation, en tout cas, passe, il faut qu'elle soit votée à une majorité des 2 tiers. Quand vous faites les 2 tiers des 113 députés, ça doit faire 76 députés. Or, l'opposition parlementaire aujourd'hui ne dispose pas de 76 députés, et la portée justement de la mise en accusation lorsqu'elle passe, c'est que le président de la République est déchu de ses fonctions. Cette requête de mise en accusation n'est pas sans conséquence pour le président Issoufou. C'est quelque chose d'extrêmement grave pour le président de la République, même si la finalité, cette mise en accusation ne va pas prospérer, elle ne va pas passer. Mais le fait qu'on dise que dans l'ère démocratique, donc il est le premier président de la République qui a été mis en accusation, je pense que du point de vue politique, ça ne sera pas bien perçu, surtout de l'extérieur. Le signal qu'on va porter, c'est comme si, bon, on est, voilà, et un président de la République qui a échappé justement à une destitution de la déchéance. Vous vous rappelez, à Madagascar, donc en 96, le professeur donc Albert Zaf a été destitué suite à la mise en accusation. Et vous vous rappelez également aux États-Unis de l'affaire Monica Lewinsky, où le président Bill Clinton a échappé justement à la procédure d'impeachment. Donc pratiquement c'est la même chose. Je pense que du point de vue politique, cela va porter un coup dur au président de la République, surtout à la veille d'une campagne électorale. La requête de mise en accusation du président de la République a été signée par 34 députés de l'opposition et déposée à l'Assemblée nationale le mercredi 11 novembre. Après la CENI, la Commission électorale nationale indépendante et le CEFEB, le comité chargé de l'élaboration du fichier électoral biométrique, la mission de l'Organisation internationale de la francophonie OIF a rencontré à son tour ce matin l'opposition politique. Au centre des échanges, les élections générales de 2016 au Niger. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. La mission de l'Organisation internationale de la francophonie OIF dépêchée au Niger poursuit sa série de rencontres avec les différents acteurs impliqués dans le processus électoral. L'opposition politique a l'honneur à travers cette rencontre d'échange d'ailleurs vivement souhaitée. Aujourd'hui, ces arrivés sont venus à point nommé parce que le problème du fichier se porte avec acuité. Ils sont les mieux informés, surtout que l'une des exigences de l'opposition était d'auditer ce fichier. Je vous rappelle que déjà, au niveau de la dernière réunion du Conseil national des fichiers, la classe politique s'est attendue par rapport à ce audit-là. Il se trouve qu'en cours de route, nous avons entendu certains de la majorité vouloir remettre en cause cela. Donc pour nous, cette émission est venue à point nommé. Ça nous permettra de poser de manière claire et nette nos exigences. Nous avons dit un auditeur indépendant. Et je pense que l'OIF est un auditeur indépendant. Donc nous allons profiter pour lui poser ce problème-là. Mais au-delà de ce problème du fichier, nous avons discuté avec eux, comme ils l'ont souhaité, de tout le déroulement du processus électoral. Une opportunité saisie pour faire le déballage nécessaire de tout ce qu'elle aura constaté comme travers dans la gestion du pays. Ces derniers temps, les réunions du CNDP sont organisées que chaque fois quand il y a des visites des missions extérieures. La dernière fois, le 22 septembre, si vous vous rappelez, c'était parce que Ibn Shaban est arrivé. Aujourd'hui, c'est parce que la mission de l'OIF est arrivée. Nous remercions le pouvoir parce que ça permettra à ceux que les missionnaires voient que cette réunion n'est que de la comédie. Et nous l'avons eu à le dire ici. Nous avons relevé aussi un certain nombre de choses relativement à la CENI. Parce que le fonctionnement de la CENI actuelle ne nous convient pas. Et nous avons eu à le signaler, nous avons voulu poser ce problème au niveau interne, c'est-à-dire entre Nigériens, au cours de réunion de CNDP. On a refusé. Nous profitons avec cette mission pour poser ce problème-là. Nous avons posé aussi le problème de la Cour constitutionnelle. Et c'est clair et net, ils étaient déjà au courant. Nous avons eu à relever, nous allons le transmettre le document
que nous avons écrit, ça veut dire le livre blanc. La présente rencontre de la mission de l'OIF intervient juste après celle des non-affiliés et avant celle prévue dans l'après-midi avec la majorité au pouvoir. Les jeunes du parti moderne F Alouma du quartier Niamey 2000 ont organisé le week-end dernier un meeting de soutien au parti ainsi qu'à son président. Occasion pour les leaders du parti d'appeler à la mobilisation pour accueillir Hama Amadou dans les jours à venir. Le compte rendu est signé Michel Deji. C'est une mobilisation de taille au niveau local qui a été faite à l'occasion par la jeunesse Noumana de Niamey 2000 qui a eu à réitérer son appartenance et sa confiance sans faille au parti en vue de son triomphe aux élections générales de 2016. Le modèle phare Noumana peut encore mobiliser davantage des militantes et des militants de toutes les régions du pays pour son programme et son idéal politique hors paix aux élections de 2016. C'est le but. Grâce à ses leaders restés fidèles au parti et à son excellence Hama Amadou, président du modèle phare Noumana Africa. Hama Amadou, l'homme aux valeurs multiples et intarissables au sein du parti, à l'endroit duquel toute mobilisation est à saluer par les responsables au niveau communal. En venant à Niamey 2000, je suis sûr de ne pas être surpris en laissant bien votre conviction, votre détermination à faire de Hama Amadou président en 2016. Vous l'avez démontré et soyez-en remerciés. L'information que je vais vous soumettre n'est pas un secret. Vous le savez bien, le président Hama Amadou va arriver. Il va arriver, c'est sûr, c'est pour le libérer finalement de ce régime de mafiaisie, de ce régime de corrupteurs, de ce régime qui divise le peuple nigérien. Quand il va arriver, il va être d'abord notre hôte. Quand il va arriver par les airs, il va descendre à l'aéroport de Riamani. L'aéroport de Riamani jusqu'au rond-point 6e, c'est le territoire de la commune 4. Je sais que je peux compter sur vous pour une grande mobilisation. Une mobilisation qui ne connaîtra aucune faille dès que le top sera donné, ont promis les militants du parti de concert avec leurs alliés du FPR. La suite de ce journal, mais sur tout autre registre avec la plateforme de la société civile sur les changements climatiques en collaboration avec l'IRD qui a organisé ce jeudi au SNAD, le syndicat national des agents des douanes, une journée d'échange régional préparatoire de la COP 21. Le thème est ainsi libellé « Agir pour le lac Tchad ». C'était sous le patronage du ministre en charge de l'environnement. Nasser Dantofo et Aboubakar Souley nous en disent plus. Agir pour le lac Tchad, c'est le thème de cette journée d'échange régional préparatoire de la COP 21. Un thème qui sera débattu par la plateforme de la société civile nigérienne sur le changement climatique et le développement durable et l'Institut de recherche pour le développement. Aujourd'hui, plus que jamais, la plateforme de la société civile nigérienne sur le changement climatique et le développement durable, convaincue que la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques passe principalement par l'adaptation au Niger et dans les autres pays sahéliens, appelle tous les acteurs à adopter le principe commun pour l'adaptation qui sont un code de bonnes pratiques pour la planification de l'adaptation au niveau national en veillant à répondre aux besoins des communautés pauvres les plus vulnérables au changement climatique. Notre participation à cette journée s'inscrit d'abord dans le cadre d'une de nos missions au Niger et au Tchad, qui est celle de la diffusion de l'information scientifique. Pour rappel, les autres missions étant la recherche en partenariat, la formation par la recherche et l'expertise scientifique. Notre participation à cette journée s'inscrit également dans une initiative plus large, puisque l'IRD a en effet prévu de mettre à profit la COP 21 pour une large diffusion des connaissances scientifiques utiles à l'agenda de la lutte contre le changement climatique. La France, à travers sa représentation diplomatique, s'est également engagée à soutenir cette coalition pour sauver le lac Tchad, qui est déjà une préoccupation pour les autorités de la 7e République. Cet atelier constitue pour la société civile que vous êtes un moyen de
bien mobiliser les citoyens et les autorités dans la lutte contre les changements climatiques au Niger, qui constitue, comme vous le savez, une priorité des plus hautes autorités de la 7e République, en premier lieu son Excellence M. Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Je ne terminerai pas mes propos sans vous exhorter davantage à plus d'implication dans les actions de préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques autour du lac Tchad et de ses bassins versants. Le lac Tchad est situé au cœur de la bande sahélienne entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. À titre de rappel, il y a 50 ans, il était comparable à une mer intérieure d'une superficie de 20 000 km² et se retrouve aujourd'hui à environ 2 000 km², entraînant des conséquences de tout ordre. Pendant ce temps, début ce même matin d'un atelier au centre Amira Sultan de plaidoyer et de restitution sur la gestion de l'hygiène menstruelle dans les écoles au Niger pour le maintien et la scolarisation des filles. Cette rencontre qu'organise l'UNICEF en collaboration avec les ministères en charge de l'éducation regroupe aussi bien des participants venus des régions à faible taux de scolarisation des jeunes filles, à savoir Tawa, Maradi et Zender. D'autres précisions dans ce compte rendu signé Michel Deji. C'est un atelier d'échange traitant sur une thématique assez transversale qui a un lien étroit avec la scolarisation de la jeune fille, bien qu'on en fait le plus souvent un sujet tabou, déplore l'UNICEF. Il y a un certain nombre d'études, notamment l'UNESCO, qui estime que 4 filles sur 10, quand elles sont en menstru, quittent les cours et finissent finalement par abandonner en Afrique. Pour essayer de creuser davantage sur la thématique au Niger, l'UNICEF a mené une étude déjà en 2013, mais qui a été vraiment une étude sommaire sur le Niger et le Burkina Faso, qui a sorti un certain nombre de barrières, donc qui a montré que vraiment il y a un tabou par rapport à cette question, et il va falloir faire quelque chose pour améliorer la qualité justement des services au niveau des écoles et impacter justement sur le maintien des filles et au-delà, en tout cas la scolarisation des filles. Des efforts qui cadrent bien avec la politique des autorités en charge de l'éducation, a indiqué le directeur de cabinet de la ministre des Enseignements secondaires. Pour inverser cette tendance défavorable aux filles, les autorités ont inscrit la scolarisation de la jeune fille dans leur agenda politique pour la décennie 2014-2024 à travers la définition d'une stratégie nationale. Cette stratégie se décline en plusieurs mesures incitatives en faveur des filles, dont la construction de latrines séparées pour les filles tenant compte dans leur conception des habitudes locales, de la disponibilité de l'eau dans les écoles, etc. Si l'accroissement des effectifs et du maintien des filles à l'école constitue une priorité pour les autorités de la 7e République, celle-ci exige la prise en compte des besoins spécifiques des filles en termes d'infrastructures sanitaires en milieu scolaire. C'est ici le lieu d'adresser nos vives félicitations à l'UNICEF pour son engagement et son appui constant dans la réalisation du droit à l'éducation des enfants au Niger et celui des filles en particulier. Pour une meilleure gestion de l'hygiène menstruelle des filles en vue de leur maintien à l'école, un programme tenant compte du contexte du Niger est mis en œuvre avec l'appui technique et financier de l'UNICEF pour la période 2015-2016. Un programme que cet atelier de 2 jours aura à enrichir grâce aux échanges qui aboutiront à la validation du rapport provisoire de la phase de recherche formative. Autre lancement d'un autre projet, le projet est dit de gouvernance participante de l'Agence américaine pour le développement USAID, un projet d'ailleurs qui vise la promotion de la bonne gouvernance dans notre pays. Ibrahim Ali Sissé et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. D'un montant de 20 millions de dollars, le présent projet de gouvernance participative piloté par l'Agence américaine pour le développement s'inscrit parfaitement dans la dynamique de développement de notre pays où de plus en plus l'exercice de la démocratie devient progressivement partie intégrante des populations nigériennes, ce qui a poussé l'ambassadeur des États-Unis au Niger, Eunice Reddick, de préciser la détermination de son pays à soutenir le Niger. Les États-Unis sont profondément engagés à aider les pays africains
à renforcer leurs institutions politiques face aux défis de la gouvernance dans le but de promouvoir une société civile active et autonome et de défendre les droits de l'homme. Nous considérons ces efforts comme prioritaires, non seulement parce qu'ils sont essentiels en eux-mêmes, mais aussi parce que la bonne gouvernance et les droits de l'homme sous-tendent par la croissance économique durable et les sociétés pacifiques et justes. Les États-Unis partagent cette vision de la bonne gouvernance avec le peuple du Niger et à travers l'USAID s'engage à soutenir les organisations ainsi que les individus et institutions qui travaillent à améliorer la réaction du gouvernement, à augmenter la confiance des citoyens en ces institutions. Pour sa part, le ministre de la Justice, Marou Amadou, a relevé le renforcement qu'un tel projet apporte à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Ce programme est stratégiquement aligné aux objectifs de développement socio-économique du Niger, déclinés dans l'axe 1 du plan de développement économique et social du gouvernement, à savoir la consolidation de la crédibilité et de l'efficacité des institutions publiques. Il tente à soutenir cet objectif grâce à une programmation cohérente qui fait le lien entre l'appui au dialogue national autour des plateformes électorales avec l'appui post-électoral aux actions collectives axées sur l'amélioration des questions spécifiques de prestations de services publics. Dans l'ensemble, le programme vise à accroître la crédibilité des élections nationales et des institutions publiques en les aidant à être plus sensibles aux priorités des citoyens à travers la participation civique des jeunes et des femmes notamment. Aussi, le ministre Marou Amadou de dire que sa conviction est que ce programme contribuera à renforcer les efforts d'analyse des priorités des citoyens. Le SAMU, c'est le service d'aide médicale d'urgence qui est en collaboration avec les forces de défense et de sécurité ainsi que la coopération militaire française ont procédé ce matin à la pilule de Niamey à une opération de sauvetage en cas de noyade, une simulation qui vise à conjuguer les efforts de ces différents services pour porter assistance dans une situation de noyade collective. Adamou Soumana et Cheibou Guisso pour le compte rendu. L'ensemble des services de santé et de protection civile des forces de défense et de sécurité étaient réunis pour cet exercice qui se veut une démonstration de sauvetage en cas de noyade. Des éléments des forces de défense et de sécurité dont leur présence aux côtés du SAMU n'est pas fortuite pour cette opération. Dans ce genre de situation, tous les moyens médicaux de secours doivent être mobilisés. Donc c'est ce qu'on essaie de faire pour que plus tard, si des situations réelles comme ça arrivent, qu'on essaie de trouver un moyen de coordonner entre nous et de mutualiser nos moyens. À part cet exercice qui est un bon moyen de se coordonner, c'est de continuer à se concerter, à faire des réunions ensemble et puis avoir peut-être à terme un moyen commun de communication. Le choix de cette période de crue des eaux du fleuve n'est pas non plus un fait du hasard pour cet exercice aux nobles objectifs. Le choix du site, c'est par rapport aux accès, parce que bon, il s'agit d'un exercice, mais on sait que ça peut arriver n'importe où. C'est pour se mettre à peu près dans des conditions réelles de travail, et ce site correspond à peu près au type d'endroit où ce genre d'accident se passe. L'objectif de ce genre de travail, c'est d'amener tous ces services à peu près je dis encore une fois, à mutualiser les moyens. C'est vraiment le mot. Et ce truc, enfin ce concept est né dans tous les services, dans nos différents services. Nous savons que à chaque fois qu'on est dépassé, il faut faire appel aux autres services qui jouent à peu près notre rôle sur la scène. À noter qu'au cours de cette simulation, s'il est signalé des portées disparues, la tâche revient à la brigade fluviale des douanes pour la recherche des corps.
une véritable synergie d'action entre les services d'aide médicale d'urgence SAMU et les forces de défense et de sécurité pour sauver des vies, ayant vu également la participation de la coopération militaire française. Page sport dans ce journal, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le MENA national affrontera demain Plaisadieu au stade Général Seyni Kounté. Les liens ont de table du Cameroun, le public et la Fenifoot mettent les bouchées doubles pour pousser nos ambassadeurs à la victoire. Le compte rendu du sportif maison Ibrahim Abdou Tikiré. Les fadas de football de Harobanda et Yantala ont reçu ce 11 novembre 2015 la visite de la délégation du président de la Fédération nigérienne de football. Le président Pelé a, au niveau de chaque fada, abordé la mobilisation pour le match de demain contre les Lions indomptables. Certes, les Camerounais partent favoris sur le terrain, mais le 11 national nigérien aura son mot à dire pour créer une surprise. Et pour cela, la participation du 12e homme au succès de ce vendredi 13 novembre 2015 est impérative. Le football est symbole aujourd'hui de fierté nationale. C'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, si vous voyez ce que les Camerounais mettent pour se déplacer ici, pour venir ici, c'est extraordinaire. Et tout le sérieux qu'ils mettent pour venir prendre leur victoire ici, là, parce qu'ils pensent que c'est garanti pour eux, alors qu'eux-mêmes sont quand même en train de se chercher. C'est vrai que schématiquement, comme on dit, ils sont au-dessus de nous, mais on verra bien. C'est pour ça que nous venons vers vous aussi. Parce que le MENA, quel que soit ce qu'on peut dire de nous, quand on remplit notre stade là, quand on encourage, on fait le forcing à notre équipe, souvent on fait des merveilles. Plusieurs questions liées à la vie du football nigérien ont été débattues entre le colonel-major Pelé et les amateurs du ballon rond. Tous les intervenants ont salué l'initiative du président de la Fenifoot. Les tournées que vous faites, c'est très encourageant. Mais ce que je proposerais, s'il y a lieu d'embarquer quelques joueurs du MENA, que ces jeunes-là veulent beaucoup. Parce que quand ils ont entendu qu'il y a la Fenifoot qui va venir, beaucoup ont pensé que certains Maz ou certains Sako, d'autres Kalala qui vont venir. Donc vous voyez comment la mobilisation elle a été faite sans préparation quand même. Les gens ont appris, ils ont... Donc c'est que certains joueurs du MENA puissent accompagner la Fenifoot dans cette tournée-là. Et encore, par rapport aux billets, nous ici, dans le quartier, à la mode, très sincèrement, même au temps où les billets étaient à la portée des supporters, ici nous ne les avons pas. La cause est noble et le peuple nigérien doit accompagner ses ambassadeurs demain à travers des prières ou un déplacement au stade Kounté. Coup d'envoi de la rencontre Niger-Cameroun ce vendredi 13 novembre 2015 à partir de 16h au stade général Seyni Kounté de Niamey sous la supervision d'un trio arbitral marocain. Et oui, vivement que le 12e homme fasse le déplacement pour pousser à la victoire finale à notre 11, le MENA national, car impossible est désormais loin d'être nigérien. Et c'est ici que se referme ce journal.